quand on enlève 70% des fonctionnalités qui sont jamais utilisées, ou quand on revoit avec l'utilisateur toute l'expérience, en fait, Mhm. on crée de la satisfaction chez l'utilisateur, on réduit la dette technique, on gagne de l'argent, on facilite la maintenance. Enfin, ça a des leviers vraiment hyper importants. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Du coup, bonjour à tous. Didier, merci d'avoir accepté mon invitation et de venir du coup d'un peu plus loin que Paris pour cet épisode. Didier, tu es Group Chief Design Officer chez Thales. Je te propose dans un premier temps tout simplement de te présenter. Bonjour, merci en tout cas pour l'invitation. Je pilote aujourd'hui le design dans le groupe Thales, dans lequel j'ai fait une grande partie de ma carrière. Donc je propose de ne pas remplir l'épisode avec tout mon parcours dans le groupe. Mais j'ai un passif de manager et puis également dans la direction technique du groupe pour faire très court. Depuis 2013, je mets en place en fait des équipes design dans le groupe. On a commencé par des design centers, des équipes dans l'innovation. Et puis depuis 2020, en fait, j'ai l'honneur de porter ce titre Chief Design Officer pour le groupe en charge de la transformation. Et donc on a depuis étoffé significativement, on aura l'occasion, je pense, d'en parler dans notre discussion, et toutes les capacités design en fait qu'on a aujourd'hui à disposition dans Thales. Ok, c'est intéressant parce que du coup, tu viens pas forcément du monde du design, mais plutôt du sérail de Thales, si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là et à porter ce mandat quelque part? Alors, en 2006, j'ai rejoint l'innovation chez Thales. Ah, ok. Et donc, par le biais technologique, en fait, dans mes lectures de l'époque, il y avait énormément de choses sur le design thinking, sur IDEO, sur Frog, en fait, tous les acteurs. Voilà, j'étais fasciné par cette démarche qui me permettait de combiner plusieurs vies que j'avais déjà eues à l'époque. Et donc, qui dit design thinking, tôt ou tard dit design. Et donc, de plus en plus, je me suis formé et je suis rentré dans le monde du design par ce biais-là. Très bien. On va revenir après sur le passé et les évolutions, j'imagine, depuis 10 ans que tu as vu sur l'organisation design. C'est intéressant, je pense. Mais peut-être déjà pour faire un focus sur qu'est-ce que le design aujourd'hui chez Thales, comment c'est structuré, comment c'est organisé. Je pense que c'est intéressant parce que tu m'avais expliqué lorsqu'on s'est vu pour le cadrage que c'était une très grosse organisation, peut-être une des plus grosses en France d'ailleurs, sur le design. Donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tout ça? Bien sûr. Euh, alors, à la base, on a, à l'échelle du groupe, donc pas que la France, on doit être autour des 300 designers, mais qui sont quand même assez fragmentés dans différentes entités, donc c'est pas un gros département design central. L'empreinte, je dirais, de cette organisation, faut voir 14 design centers, donc c'est des équipes plutôt tactiques qui font de l'innovation, et puis on a 4 design studios qui sont répartis dans les grosses entités, on va dire, du groupe, et puis des équipes UX, par exemple dans les produits digitaux, ou des spécialistes facteurs humains, là où il y a beaucoup de safety ou de la réglementation. Voilà. Donc ça, c'est pour je dirais, les designers. Euh, le design aujourd'hui, il est hiérarchiquement, on va dire, rattaché à l'ingénierie chez Thales. D'accord. Voilà. Donc, pour être déçu de ne pas cohabiter ou être, je dirais, un département à part de l'ingénierie dans le groupe, mais l'ingénierie est déjà chez Thales quelque chose de très, très multidisciplinaire. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'être à cet endroit-là que, je dirais, isolé dans un coin. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le design aujourd'hui dans le groupe, il est complètement transverse. Et donc, malgré qu'on ait un ancrage dans l'ingénierie, aujourd'hui, les équipes design, elles travaillent depuis l'innovation
les phases d'ingénierie, les phases de service, elles sont intégrées avec la politique produit et les équipes marketing. Il n'y a que la partie marque et Oui. communication qui sont un petit peu séparées, mais avec lesquelles on a d'excellentes collaborations. Et donc, on n'a pas du tout de silotage entre les familles design dans le groupe. C'est vraiment une chance d'avoir en fait ce modèle intégré aujourd'hui dans le groupe. Ouais, en fait, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que vous êtes core business quelque part, parce que l'ingénierie, c'est le cœur de métier du groupe. Donc ça, je pense que ça apporte une force que effectivement d'éviter d'être cornerisé. Mais du coup, si vous êtes distribué, du coup, c'est par business line, c'est par métier, par typologie de client. Comment c'est structuré justement tous ces pôles-là? Alors ça, c'est un travail continu de structuration. Euh, on suit, je dirais, la matrice organisationnelle du groupe. Du groupe. Aujourd'hui, le groupe Thales est structuré autour de 6 Global Business Units, en fait, qui sont des organisations mondiales, dans lesquelles on retrouve des business lines. Et puis à l'intérieur des business lines, on peut encore avoir des décompositions. Donc Mm. ça, c'est un axe majeur. Et toute la partie marketing produit suit cette organisation-là. Et après, il y a dans la matrice d'autres dimensions régionales, Mm. donc des organisations pays qui sont importantes, et notamment dans le secteur d'activité défense, les solutions dites domestiques. Oui. Donc, nos équipes en Angleterre fabriquent pour le client anglais, Ils sont les, très les locales, Hollandais, voilà. typologie locale. Donc, on a également pas mal de clusterisation, pour prendre un mot Mhm. pas du tout français, au niveau en fait des pays. Donc, pour réussir le déploiement d'une fonction comme le design dans le groupe, il faut arriver à bien naviguer dans toutes ces dimensions de la matrice, qui explique aussi pourquoi on a des équipes qui vont être distribuées à travers l'organisation. Ok, et toi qui étais à l'origine de ce mouvement de construire la pratique du design chez Thales, j'imagine que vous avez commencé plutôt cellulaire, petit, et que vous avez connu une sorte de scalabilité. Déjà, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu l'histoire de tout ça et le comment ça s'est monté. Mais également, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir un petit peu quand est-ce que vous décidez, est-ce que c'est du pull ou du push, c'est-à-dire est-ce que vous avez un modèle de structuration d'activité ingénierie où on inclut le design quoi qu'il arrive, Hum. ou est-ce que si c'est du pull, c'est-à-dire que les métiers vont demander à avoir des pratiques design et vous allez monter une équipe ou une cellule design en fonction de souhaits, de besoins issus des opérationnels ou du terrain. Alors, à l'américaine, c'est une très bonne question. Euh, Alors, quand on démarre en 2013, personne ne nous le demande. Donc, c'est vraiment du, Ouais, du c'est de bottom-up, l'innovation, de comme tu disais. l'émergent. Voilà. Donc, on crée une première entité et puis on nous donne un an pour prouver qu'on arrive à s'auto-générer notre budget. Voilà. Donc, c'est vraiment parti comme ça. Et puis, donc là, on est dans tout ce cycle de design center, donc design thinking, innovation. Et le premier design center est devenu 2 design centers, 3 design centers. En 2-3 ans, on avait 5 design centers. Mm. Et donc, mais tout ça, c'était avec des intrapreneurs, hein, c'est-à-dire des équipes innovation qui se reconnaissaient bien dans le package innovation multidisciplinaire, centré utilisateur. Donc, ils aimaient bien les ingrédients. Et donc, ça leur donnait une espèce de franchise, de branding sur cette activité-là, Mm. qui a plutôt très, très bien marché. Et donc, ça, c'est vraiment une ligne qui continue aujourd'hui. Ces 14 design centers, on continue à en ouvrir. On ouvre à Riyad, en fait, cette année. Il y en a d'autres projets d'ouverture de design center qui suivent cette matrice organisationnelle assez riche. Le point un petit peu d'inflexion entre ces émergents et donc c'est nous qui poussons Mm. vers quelque chose de peut-être plus stratégique et souhaité par l'entreprise, c'est 2018 avec la transformation digitale. Mm. Le groupe a fait, comme plein d'autres grands groupes, ça Cette mis en place transformation. un grand plan de transformation, donc avec la création de Digital Factory, Mm. et aussi des plans de transformation internes. Au nombre de 7, je ne vais pas vous les lister, mais le premier, c'était l'expérience utilisateur. Mm. Et donc, ils ont cherché quelqu'un pour piloter ce plan, ils m'ont trouvé, et j'ai fait rajouter tout de suite design dans la définition, c'est-à-dire, en fait, l'expérience utilisateur, c'est l'objectif, en fait, c'est Sympa. une des sorties, mais ce Mm. sont les différents métiers du design qui vont être structurants. Voilà, et pas juste le design dans le digital, mais Ouais. le design de service, le design Notre global, industriel. stratégique, Ouais. etc. Et design Mm. industriel. Et donc, à partir de ce moment-là,
évidemment, toute la direction ingénierie, mais la direction générale de Thales est derrière ce plan de transformation digitale. Donc nous, on a hérité de plein de nouveaux moyens. J'ai eu pendant 2 ans un steering où j'avais la brochette de rêve, la numéro 2 de l'entreprise, le patron d'ingénierie, le patron d'IT, du marketing. Donc j'avais toutes les fonctions avec lesquelles j'allais devoir m'interfacer dans un steering que je vois tous les trimestres pour faire état de De la la transformation. progression et de la transformation. Et donc là, ça change, je dirais, pas mal le braquet. Et c'est cette période-là qui m'a permis de lancer les grands travaux. Et donc, le design system du groupe, qui est évidemment hyper structurant. On a mis en place un programme Design Ops, Ok. et donc pour rentrer dans tous les processus de l'entreprise, Mhm. travailler sur le benchmark, la compétitivité, les pratiques, et donc on a mis ça en place. Voilà. Et au plus on avance, au plus on est en position de montrer la valeur qu'on a délivrée, en fait, qui commence à se voir et à se toucher. On pourra en reparler tout à l'heure. Et donc il y a un phénomène d'entraînement où de plus en plus on est au cœur de la stratégie, en fait, du groupe. Ok, excellent, c'est très clair. Et du coup, aujourd'hui, comment tu qualifies le niveau de pratique? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est encore un chemin où vous dites que vous avez aujourd'hui une... Vous êtes arrivé à maturité, il y a un niveau de croisière convenable, voilà, où est-ce que vous en êtes un petit peu sur ce chemin et cette transformation? Parce que c'est un parcours qui est long, et qui est complexe. Alors, on n'est certainement pas arrivé. Euh, il reste Ouais. un long chemin devant nous. Enfin, même avec 300 designers, on est très très loin de couvrir l'ensemble du périmètre à adresser. Donc, il faut qu'on continue à faire croître nos équipes. Sur les pratiques, ben, on n'aura jamais fini. Enfin, un niveau de maturité dans la mise en place, par exemple, du design dans l'innovation ou du design dans l'ingénierie, etc., qui est plutôt au-dessus de la moyenne dans notre industrie, Ouais. mais qu'on peut encore, je Aller pense, chercher. drastiquement améliorer. Le tout boosté aujourd'hui avec tous les fantasmes autour de l'IA qui, évidemment, viennent également nous impacter. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que il y a un portefeuille, voilà, un portefeuille de produits qui est très, très Qui est vaste, non? important et on parle en milliers de produits. Donc, il y a à la fois systématiser ce qu'on fait aujourd'hui de mieux sur tous les nouveaux produits et puis choisir nos batailles sur quels sont les produits legacy sur lesquels on veut faire ça veut deux termes anglais, du rétrofit en fait, et arriver à faire monter le design quand on en a l'opportunité. On est aussi sur des produits qui peuvent avoir des temps de vie en Assez plusieurs long, dizaines ouais, d'années. c'est ça. Et donc parfois, l'occasion de redesigner, elle vient dans 5 ans, dans 10 ans, ou parfois même plus. Donc voilà, donc il faut vraiment choisir ses batailles. Ouais, c'est sûr que vous êtes dans un domaine de temps long sur les solutions qui sont les vôtres. Bon, je sais que là aussi, tu peux peut-être pas tout évoquer, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chantiers dimensionnants, quelques exemples? Tu m'as ouvert la porte tout à l'heure de ce que vous avez mené, peut-être, alors soit sur les produits, soit peut-être sur des pratiques design qui aujourd'hui sont éprouvées et qui apportent de la valeur pour le groupe. Oui, oui. Alors il y a quelques exemples emblématiques qui ont vraiment marqué la direction générale du groupe. Il y a un produit qui était montré au Bourget, alors pas trop donner de détails, sur lequel on a travaillé et qui a époustouflé à peu près tous les visiteurs. Souvent, on prend SpaceX et on dit, ah, regardez, l'aménagement de la capsule de SpaceX, pourquoi on n'arrive pas à faire ça en France? Aujourd'hui, on arrive à faire ça en France, on l'a montré au Bourget. Et au-delà d'un travail sur l'ergonomie, l'esthétique, on a aussi un travail en profondeur sur la solution où on réduit de 70% le nombre de fonctionnalités. Ah, Donc là, aujourd'hui, surtout en temps de guerre, conflit, tension, euh, nos clients militaires, ils veulent des solutions plus faciles à déployer, plus simples, avec des prises en main, je dirais, qui correspondent facilité. à des standards d'aujourd'hui.
Voilà. Et donc, quand on enlève 70% des fonctionnalités qui sont jamais utilisées, ou quand on revoit avec l'utilisateur toute l'expérience, en fait, Mhm. on crée de la satisfaction chez l'utilisateur, on réduit la dette technique, on gagne de l'argent, on facilite la maintenance. Enfin, ça a des leviers vraiment hyper importants. Celui-là, il est connu, hyper connu aujourd'hui, et donc on a le, le- le- le patron de la direction technique de cette entité qui dit, mais vous n'allez plus jamais devoir me convaincre. Avec un cas comme ça, maintenant je suis convaincu. Après, Mhm. pour passer à l'échelle et mettre tout ça en œuvre systématiquement sur les grands produits, tout ça, voilà, ça reste un chantier de transformation de longue haleine, mais on a suffisamment d'exemples comme celui-là pour que tout le monde soit convaincu qu'il faut y aller, voilà, de cette façon-là. Ouais, bah, peut-être qu'on partage ça, mais c'est vrai que c'est la loi de Pareto et c'est le propre des approches produits centrées design utilisateur. C'est effectivement de simplifier et de faire en sorte que la complexité soit la plus simple possible. Je pense que c'est un des objectifs et des objets du design. Et de là, effectivement, le passage à l'échelle, il est compliqué. Tu parlais de pratiques de design ops. Est-ce que c'est une des solutions ou pas? Et est-ce que je pense qu'elle permet d'opérer des pratiques communes et à l'échelle? Bon, est-ce qu'elle est limitante? Peut-être à toi de me dire. Mais voilà, quelles sont les solutions? Parce que c'est vrai que avoir quelques cas qui fonctionnent, on est toujours waouh et ça permet de convaincre et c'est positif. Et de se dire à l'échelle, ça opère dans une grande organisation, at scale, pour utiliser l'anglicisme. Voilà, comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui permettrait de le réaliser demain? Alors moi j'ai deux grands leviers, donc il y a le design ops et il y a le design system. Le design Hmm. ops c'est vraiment je terraforme l'entreprise pour la préparer au design. Donc euh, tout groupe industriel a des référentiels de processus qui dictent comment on conçoit un produit, comment on l'implémente, comment on Hmm. fait du service, etc. Donc il faut rentrer dans ces référentiels. Si on n'est pas repris dans ces référentiels, ça veut dire qu'on n'existe pas, mais globalement, on n'est pas dans l'étape de la loi. Donc, il faut arriver à insérer le design là-dedans. Donc, ça, c'est un travail sur lequel on est depuis plusieurs années et on est chaque année un petit peu plus présent et ancré dans ces processus. Voilà. Hmm. Donc, ça, c'est super, vraiment super important. Euh, dans Design Ops, on a aussi rangé tous les enjeux de formation. Donc, évidemment, il faut qu'on forme nos designers. Donc, les compétences existent, les designers existent dans le système ressources humaines. Ça, c'est une nouveauté. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Donc, on commence à dessiner Les parcours de les parcours de carrière. carrière Hmm. pour designers. Il y a des grades. Voilà, tout ça est carré aujourd'hui dans le groupe. Euh, mais il faut aussi former les autres fonctions. Bien sûr, les Et donc, stakeholders et les parties exactement. prenantes. Donc, on crée des modules de awareness pour le marketing, la politique produit, les ingénieurs, voilà, et plus largement le management. Donc, ça, c'est un gros chantier pour mon responsable design ops. Il y a un travail sur la compétitivité, le benchmark, les outils. Hmm. Donc, on a des contraintes sur les outils. Alors, on utilise Figma partout où on peut, mais Ouais, il y a quand on des fait, il y endroits. a des endroits où Figma c'est gentil, mais c'est pas assez sécurisé. Et Donc ouais. là, on cherche et on met en place des solutions qui vont nous permettre de doter nos designers d'outils décents, mais non connectés à Internet, on puisse Hmm. travailler en local, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un gros chantier. Le design up, c'est un gros levier en fait de transformation de l'échelle. Euh, Deuxième chantier, qui est le design Système. system, euh, on est, on a eu cette accélération avec la transfo digitale, donc on a commencé avec le design system digital, qui Hmm. est euh, figure incontournable C'est clair. aujourd'hui. Donc c'est pas très original. Encore, il faut l'exécuter. Donc il faut Le maintenir. mettre en place le design system, le maintenir, et puis dans le modèle de Thales qui est en termes d'organisation une structure très fédérale, donc il y a Ouais. des entités fédérées qui ont des marges de manœuvre, il y a Très des emplois, décentralisé, etc. du coup. Ouais, C'est ouais. assez décentralisé, donc il faut créer une organisation, une guilde et une gouvernance qui respectent le modèle d'organisation de l'entreprise. Donc Hmm. pas question de tout centraliser, euh, des design systems complètement décentralisés, j'en connais pas qui marchent. Hmm. Donc on a trouvé un modèle hybride. Ok. On s'était beaucoup inspiré du design system d'Airbus, ça leur Ouais. fera plaisir. C'est Airbus
qui écoutent. Et donc, on a mis en place, et c'était un énorme succès. Et ça a fini de convaincre le patron de l'ingénierie, qui était déjà hyper convaincu, parce qu'on a très très vite dépassé les 200 applications de métier qui intègrent le design system du groupe. Cette année au Bourget, la majorité de ce qui était montré s'appuie sur le design system digital du groupe. Et donc, on n'a plus à prouver que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, le passer à l'échelle dans toute la matrice Thales reste un C'est un autre travail combat, ouais. et voilà, un enjeu tous les jours. Et puis, le succès sur le digital nous a donné faim, et donc on s'est dit, mais pas s'arrêter au digital, il faut qu'on aille sur les équipements et le matériel, et donc un design system pour la partie industrie. Comme Et t'expliquais donc, dans ton exemple sur l'embarqué ou. voilà, donc là, c'est tous les jouets un petit peu emblématiques du groupe, et pas que ce côté défense, côté aérospatial, spatial. Il y a énormément d'équipements, les portiques dans les aéroports, les caméras, donc on a énormément d'équipements. Et donc, on a mis en place un design system aujourd'hui pour ces parties-là, qui est plus compliqué à naviguer que le digital, où c'est ce qui a fait assez, je dirais, assez clair aujourd'hui. Là, la voie à suivre est moins claire. Et là, de nouveau, spécial dédicace, on a été très très inspiré par le design system de Schneider Electric, qui est juste exceptionnel, qui nous a dit, voilà, c'est possible. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure-là. Là, on est 3-4 ans plus tard. Et donc, on a des dizaines de références de produits qu'on a redesignés. L'avant-après est, je dirais, incroyable. Et donc, là, maintenant, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle. Et il nous faudra peut-être 10 ans, 15 ans, enfin, c'est des temps vraiment très, très longs pour toucher, je dirais, une partie significative du portefeuille de produits du groupe. Et puis, comme ça, c'était bien parti. On s'est dit, mais maintenant, il faut qu'on travaille sur l'expérience bout en bout. Eh oui. Et donc, on a un design system aussi qui est plus un toolkit, mais qui permet de doter toutes nos équipes de, comment dire, de toolkits de composants pour créer les journey maps, Global, les ouais. storyboards, les personas. Et donc, on industrialise un petit peu ces artefacts, mais qui aident à vraiment raconter comment un soldat demain sur le champ de bataille se débrouille avec des drones, de l'IA, de l'automation un petit peu dans tous les sens. Et donc ça nous permet de le décrire. Ouais, pour vous, c'est l'omnicanalité, c'est un peu le sujet presque d'aujourd'hui et de demain, quoi. Et on revient un peu au début. J'ai l'impression que la boucle est bouclée où on revient sur les logiques de design de service que tu évoques, un peu plus classique et de design thinking, quelque part. On est allé beaucoup vers le digital et là, on revient à faire du global et du multimodal, quoi, quelque part. Voilà. Alors, les mots vont pas être les mêmes, mais chez nous, on va plutôt parler de système. En fait, on Bien a sûr. des solutions et des systèmes et qui se limitent jamais à un équipement pris en isolation. Et donc, Eh ce oui. qui est vraiment important, c'est les concepts opérationnels, de les regarder bout en bout. Ouais. Et surtout, nous, notre rôle maintenant dans l'entreprise, et on continue à jouer des coudes pour qu'il soit bien connu et reconnu, c'est de mettre l'utilisateur final au centre du jeu. Bien sûr. Voilà. Et donc, alors les performances technologiques de toute une série de senseurs qui interviennent là-dedans restent les joyaux, je dirais, absolus de Thales. Mais si on veut maximiser, je dirais, notre business, il faut qu'on puisse aussi garantir que on décline tout ça de manière utilisable, intuitive, abordable, voire dans certains cas désirable pour nos utilisateurs finaux, que ce soit de défense ou civil. Ok, très clair. Et toi, tu me disais dans tout ça que ton défi, c'était de faire vivre ça en termes de gouvernance, de pouvoir l'opérer, créer cette légitimité dans une direction générale. Voilà, à ton rôle, et à ton échelle, on opère ça, on convainc une direction d'ingénierie de rester là-dessus, on convainc que l'utilisateur final est important à prendre en compte, sans effectivement outrepasser le reste et dénigrer le reste, au contraire. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle autour de ça et comment on fait vivre quelque part le design dans une entreprise aussi technologique où on ne s'attend pas à ce que le design soit un des fers de lance quelque part de l'activité du groupe? Alors déjà, c'est pas que moi, parce que il y Ouais, a c'est une un collectif. quinzaine de design leaders qui sont
qui sont passionnés et à l'œuvre dans leurs différentes Global Business Unit, entités dans l'organisation. Et en fait, pour déployer une nouvelle fonction, faut être passionné, Faut y croire, hein. faut y croire, faut être patient. J'explique ça à mes jeunes collègues Ouais. que ça va prendre beaucoup de temps et parfois c'est frustrant de ne pas pouvoir aller plus vite, mais Beaucoup de batailles à gagner avant la voilà, guerre. exactement. Et donc c'est toute cette équipe en fait qui est en train de créer en fait cette transformation. Euh, et moi je regarde toujours cette transformation de deux côtés. Je dis, un, il faut un groupe de design leaders et de designers, tous nos practitioners qui soient passionnés et montrent la valeur au jour le jour. Voilà. Donc ça, je dirais, un sens de l'action. Et puis, mais c'est très en lien avec je dirais, les processus dont je parlais tout à l'heure. Il faut rentrer dans les indicateurs business, en fait. C'est-à-dire le design, ça ne doit plus être une option. Ça doit devenir un standard dans l'entreprise. Les niveaux de maturité du design, le niveau de déploiement du design system, tout ça, ça doit se transformer en indicateurs de performance, en KPI, qui remontent dans les tableaux de bord, pas des designers, mais dans les tableaux de bord de l'ingénierie, dans les tableaux de bord du marketing, de la politique produit, et que tout ça, en fait, remonte vers les directions générales. Si vous ne faites pas ça, on court partout, mais vous rentrez jamais comme un vrai indicateur clé en fait de l'entreprise. Il faut prouver l'impact, quoi, quelque part, de manière normée. Oui, oui. Non, mais après rendre nos collègues accountable, Eh oui. comment on dit ça en français? Engagé. Engagés, responsables, par exemple de la non-compliance. Aujourd'hui des règles. La règle chez Thales, c'est il n'y a pas un nouveau produit qui sort sans qu'il y ait eu une démarche centrée utilisateur et du design en place. Si c'est important, il y a des équipements qui ne demandent pas du tout ça, mais si c'est le cas, aujourd'hui, c'est une obligation. Donc les gens qui ne font pas, il faut arriver à avoir un système qui rattrape les délinquants dans l'entreprise, les gens qui essayent d'éviter de le mettre en place parce qu'ils estiment que ça coûte trop cher, parce qu'ils estiment que... Voilà, il y a toujours des bonnes raisons de ne pas faire certaines choses. Mais donc on a un point où aujourd'hui, la mise en place du design, c'est pas une option en fait dans le groupe. C'est chouette, c'est beau, c'est super, super intéressant. Et comme tu le disais, le groupe est décentralisé par nature et par culture, de ce que je comprends aussi. Comment tu gères le curseur en local entre globaliser des démarches et des méthodes, comme tu l'expliquais, et en même temps, du coup, tu disais, il y a des leaders un petit peu de partout. Comment laisser aussi la libre prise d'initiative et à quel point sur les pratiques ou les manières de faire, comment vous arrivez à trouver le sweet spot entre les deux? Alors, déjà, les responsables design dans les Global Business Unit, dans nos GBU, ils sont très autonomes. En fait, donc, pour le moment, le sujet, c'est pas leur laisser un petit niveau de liberté. Ils ont quand même des espaces de liberté très importants. Après, on a un groupe plus large qu'on appelle la Design Leadership Team. On a là une quarantaine de responsables design et certains sont responsables d'une équipe de 3-4 personnes. Donc là, on a un groupe plus large et qui représente à peu près toute la communauté de design qu'on a. Donc on organise des rituels. Ouais, ça fait une gouvernance dédiée. Voilà. Donc on se réunit, on discute. Il y a des sujets qu'on discute à ce niveau-là, d'autres avec l'ensemble de la communauté. On partage les expériences et puis ça marche bien ça, entre entités. On copie les recettes qui ont bien fonctionné. Et pour moi, je dirais mon travail, c'est d'arriver à factoriser tout ça dans le design ops, dans le design system, et à essayer d'éviter que chaque entité se réinvente à un moment donné, toute seule dans un coin. Voilà, donc c'est des allers-retours avec les entités pour essayer de faire ça. Pour le moment, ça marche plutôt bien. Mais du coup, le réseau de ces design leaders, en fait, ça touche toutes les équipes design, ce qui me permet de faire le global, comme tu dis. Ouais. Ok, très clair. Alors en avril, je l'appelle comme ça, mais t'évoquais tout à l'heure, je pense avec un autre terme, mais un sujet d'acculturation des parties prenantes.
Justement, côté design, vous avez une pratique, comme tu le disais, très transverse. Ça va aller encore plus loin de ce que je comprends demain avec les enjeux d'omnicanalité digitale, physique, sur toute l'expérience de l'utilisateur. Comment on opère et comment vous arrivez à opérer efficacement avec d'autres fonctions? Au global, tu évoquais de l'ingénierie chez Thales. Voilà, est-ce qu'il y a un mode opératoire que vous avez mis en place, un mode d'équipe, une structuration d'équipe type? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, on reste euh, en termes de structuration type. Mhm. euh, on essaye de rationaliser la manière dont on déploie le design dans chacune des GBU. Ok. Euh, mais il y a encore des différences. Donc, il y a deux, trois modèles qui aujourd'hui deviennent des standards, Petit à petit. petit à petit. Parce qu'on est parti, on va pas donner un chèque en blanc où j'ai pu installer exactement les mêmes dispositifs partout. On a repris les pièces qui étaient déjà en place. Euh, Moi, je suis au board de pas mal des fonctions euh, avec lesquelles on a vraiment Des des interactions enjeux fortes. majeurs. Hmm. L'ingénierie, euh, le marketing, Hmm. l'innovation. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite, on va essayer de répliquer ça dans les Global Business Units. Donc, on va essayer d'encourager le responsable, le Head of Design de la GBU, d'arriver à répliquer ce positionnement. Alors, ça ne veut pas toujours dire être dans le comité marketing, mais au moins d'avoir les rituels et les échanges et l'articulation avec les différentes fonctions. Hmm. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a des chantiers euh, communs. En fait, c'est les projets et les chantiers communs qui lient, je dirais, le design avec cette fonction. Donc des sujets comme ça, on en a sur les services, on en a dans la politique produit. Voilà, donc on a des objectifs communs qui sont déclarés. Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a des éléments aujourd'hui, l'innovation, la nouveauté, tu parlais de signaux faibles, tu parlais même de l'IA tout à l'heure, qui viennent peut-être perturber tout ça ou changer les choses, voilà, donc que tu vois venir et que voilà, tu te dis ça, il faut absolument l'embarquer. Je sais qu'il y a pas mal de nouveautés aussi sur le design au global, pas forcément que orienté sur l'IA. Est-ce que c'est un travail aussi de veille que vous faites pour intégrer ces nouvelles méthodes, pratiques, ou est-ce qu'également il y a des perturbations sur le marché de Thales et sur son secteur qui viennent vous impacter en tant qu'équipe design ou direction design? Alors, l'IA, très certainement, domine les discussions. Hmm. Et donc, il y a un questionnement global dans l'industrie du design sur est-ce que euh, ça nous génère un monde de designers augmentés et puis de designers obsolescents. Hmm. Et donc, est-ce que ça remplace le designer? Mais c'est pas spécifique aux designers, les ingénieurs logiciels. Oui, ça pourrait être Enfin, je pareil. pense que tout le monde se pose à peu près les mêmes questions. Donc, elle domine quand même beaucoup les débats. Je pense que pour les designers aussi, chez nous, on a toutes les questions de l'IA éthique et de l'IA responsable Ouais. avec les réglementations alors, en Europe et ailleurs qui sont en train de démarrer. Euh, et, et avec, selon l'endroit où on est dans le monde, euh, plus ou moins de liberté D'usage. prise Ouais, avec l'autonomie qu'on donne à l'IA bien sûr. versus le contrôle de l'humain. Donc chez Thales, on est vraiment sur ces concepts Bah, d'IA il y a un enjeu de responsable avec, souveraineté, non, j'imagine, pour vous. voilà, avec l'humain qui garde le contrôle, etc. etc. Hmm. Donc, euh, et là, les designers ont un rôle absolument clé, en fait, à jouer. On touche des notions de confiance, on touche des éléments de facteurs humains, de charges cognitives, il y a énormément de sujets. Donc, ça, c'est vraiment un des sujets clés là, qu'on a devant nous. Euh, Côté outils pratiques, euh, le, comme je le disais tout à l'heure, on est plutôt tout le temps en recherche euh, de solutions outillées qui peuvent fonctionner en étant non connectées, ce qui est de plus en plus rare. Donc c'est un vrai enjeu pour nous d'arriver à doter nos équipes euh, voilà, de quelque chose qui est good enough Hmm. par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui en SaaS, Hmm. type Figma et Co. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu pour nous.
enfin, l'actualité fait que il y a un boost énorme en fait sur à peu près sur tous nos business. Et donc, dans les années qui viennent, il y a vraiment un enjeu sur l'industrie, sur les opérations, sur la capacité à produire plus vite, Mm. à produire des choses qui sont plus simples parfois, parce qu'on veut les utiliser tout de suite. Et donc ça change le positionnement, je dirais, d'une partie de nos équipes côté design. On n'attend pas de nos designers aujourd'hui qui nous amènent des solutions disruptives. Ouais. C'est pas un moment où on cherche, on n'est pas dans une phase où on cherche le disruptif. Donc ça tire beaucoup d'innovation incrémentale, mais aussi beaucoup de travail pour nos designers, rendre les choses plus simples, plus utilisables. De l'amélioration continue avec. Exactement. Donc ça, il faut se préparer à ce cycle qui est devant nous. Et puis, on parlait de design de service. La partie service devient et continue à monter complètement en puissance. Et nos collègues de l'industrie aussi, comment on fait pour doubler nos cadences de production. Voilà, il y a toutes ces questions qui sont devant. Et les designers ont des rôles à jouer aussi en fait sur ces processus internes ou ces procédés en fait internes. Euh, et peut-être dernier point sur les méthodes côté innovation, on a pas mal investi sur les démarches de design fiction, de strategic foresighting, qui regardent à 10, 15 et qui utilisent voilà, d'autres sources d'inspiration que la data, je dirais, d'aujourd'hui, pour voilà, vraiment ouvrir les chakras de nos collègues quand il est question de penser stratégie pour demain. Et voilà, tout ça, si on le place dans des contextes ESG, dans des contextes IA, euh, il ressemble à quoi le contexte métier de demain? Voilà, on a pas mal investi en fait dans ces méthodes et elles sont diffusées à travers nos design centers et nos studios. Ok, excellent, excellent. Et peut-être une dernière question. Tu pilotes cette activité dans un groupe mondial, on disait, qui n'est pas du tout et simplement français. Est-ce que la pratique aussi culturelle, design, la compréhension cognitive, là, tu évoquais du design suivant les clients même, parce que vous êtes des utilisateurs finaux, elle est forte et à quel point là aussi c'est à embarquer et à maîtriser de votre côté, à quel point c'est stratégique. Alors, c'est absolument clé. Euh, Si je remonte à 20-30 ans, le schéma, c'était d'abord de construire, par exemple, nos solutions en France ou dans un grand pays, on va dire, européen, australien, etc., et puis de l'exporter. Mais ils récupéraient ce produit ou cette solution avec le niveau de complexité il avait été défini par des clients très sophistiqués. Et l'adaptation dans les pays export n'était pas toujours simple. Et donc, si on se met dans un schéma centré utilisateur, cette dimension culturelle, elle est absolument essentielle. Et donc, il faut beaucoup plus travailler avec les utilisateurs, je dirais, finaux, mais dans chacun des pays. Nous, aujourd'hui, on travaille euh, avec le monde entier, Amérique latine, Inde, Malaisie, Moyen-Orient, et donc les écarts culturels et aussi liés à l'usage, etc., sont très très importants. Euh, Là aussi, je pense qu'on n'aura jamais fini. Enfin, je pense que c'est un sujet où on n'arrête jamais d'apprendre. Et il y a des endroits où on sait aujourd'hui qu'on fait bien le travail, et le monde est grand. Et il y a plein d'endroits où on sait que bah, là, on ne le fait pas encore assez. Et donc, il faudrait soit renforcer les équipes ou mettre des actions, je dirais, en place. Donc ça, je pense que ça va nous occuper encore pour 15-20 ans devant nous sans problème. Voilà. Ouais, puis c'est sûrement, je pense qu'il y a un travail aussi peut-être de documentation là-dessus, de maîtrise de la connaissance, d'encapsuler les savoirs, parce que bon, bah, il y a des choses qui avancent et qui bougent et d'autres qui sont de la compréhension, j'imagine, globale de l'organisation, mais il faut encore une fois documenter et maîtriser sur le long cours. Là, je reviens sur mes deux leviers. Il y a un axe Design Ops où on peut avoir les guides, les playbooks, etc., qui sont capitalisés et qui permettent aussi de faire de l'onboarding de designers et qui puissent rapidement, je dirais, monter à la bonne vitesse. Et de l'autre côté, le design system qui permet de factoriser certains de ces éléments directement dans les blueprints, les composants
les assets en fait, qui sont partagés à l'échelle du groupe pour façonner les produits. Et on comprend qu'un des défis, c'était, on s'est dit, tout ça c'est très digital, de le passer sur du physique, du transverse. Réalité. Ok, super clair. Écoute, merci Didier pour cet échange. Je ne sais pas si on a abordé tout ce qu'on on souhaitait aborder. Moi, je retiens tout ce travail là, autour du Design Ops et du design system et qui a démarré sur la cellule digitale, qui est amené à simplifier avec une logique décentralisée, multiculturelle, avec en plus des signaux faibles à prendre en compte, comme l'AI, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaitais partager pour finir l'épisode? Je pense que j'ai tout dit ou trop dit. En tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Et peut-être le prochain épisode dans 10 ans ou dans 5 ans, qui sait. Voilà. Avec grand plaisir. Rendez-vous pris dans 5 ans. Merci Didier. Voilà, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!